Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle net critique rétro où nous allons parler d'un film d'animation qui date déjà de 2014, qui date déjà tout simplement de 10 ans. Et donc c'est un film d'animation qui en gros est dans un univers, il me semble, hein, enfin ce qui est, comment dire, est un film d'animation on va dire d'ici, de l'univers Warner, pas de l'univers Warner, mais univers DC Warner. Un film d'animation qui a été justement réalisé par Jay Oliva. Jay Oliva qui est un réalisateur assez connu de l'univers DC en animation, puisqu'il a réalisé pas mal de films d'animation qui ont eu du succès, dont Le Paradoxe Flashpoint, l'adaptation du comics de Geoff Jones et de Andy Kubert. Et donc du coup, en 2014, il y avait cette adaptation de Batman avec l'équipe de la Force Spéciale X, intitulée surtout, enfin qu'on connaît surtout sous le nom de la Suicide Squad. Et donc voilà, Jay Oliva qui est quand même l'un des plus grands réalisateurs de ce domaine-là, justement, de l'univers Disney en animation. Et donc aujourd'hui on va parler de ce film-là que j'ai vu à la télé aujourd'hui, au moment où je faisais des vidéos, Batman Assault on Arkham. Donc, évidemment, je tiens juste à le préciser, cette critique sera 100% spoiler sur le film. Donc, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le avant de voir ma critique. Tout simplement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vous conseille d'aller le regarder. Tout simplement. Mais vous allez savoir plus, bien sûr, sur mon avis en question. Et donc, de quoi parle Assault on Arkham? Donc, ça va suivre l'histoire, enfin tout simplement l'origin story de la Suicide Squad. La Suicide Squad qui en fait est une équipe de super vilains, comment dire, contrôlée par le gouvernement pour, comment dire, accomplir des missions suicides, des missions risquées clandestines pour, comment dire, pour protéger les États-Unis, pour protéger le monde. Mais bien sûr, ce sera une équipe qui sera menée par un personnage en particulier sur lequel on va revenir en question. Ou sur lequel on peut tout simplement y venir. C'est-à-dire, d'ailleurs, en fait, je vais vous montrer l'image, ce sera plus simple. Du coup, ce personnage-là, oula, excusez-moi pour le montage parce que j'ai pas encore suffisamment de moyens à ma disposition pour faire un montage ou une exposition des images assez correcte. Mais bon. Du coup, la Suicide Squad, qui est une équipe de super vilains, tout ça, de l'univers d'ici, souvent des ennemis de Batman, mais on va y revenir plus en détail. Du coup, cette équipe qui est dirigée par Amanda Waller. Amanda Waller qui est, comment dire, contrôlée, enfin pas contrôlée, mais qui est ordonnée par le gouvernement, tout simplement de faire ces missions-là pour la solde des États-Unis. Tout simplement, enfin, faire ces missions où en fait elle va diriger cette équipe à distance, c'est-à-dire l'équipe de la Suicide Squad qui a pour leader Deadshot, enfin le Floyd Larkin de son vrai nom, mais surtout Deadshot, son nom de super vilain, ou tout simplement c'est le meilleur tireur de l'univers d'ici. C'est le meilleur sniper de l'univers d'ici, c'est le plus grand des tueurs à gages, tout ça. Enfin, c'est le plus grand tueur à gages de l'univers d'ici, je m'abête un peu. Et c'est un ennemi assez connu de Batman. Et donc du coup on a aussi Harley Quinn, la femme du Joker. Harley Quinn qui est un personnage qui a été créé par Bruce Timm et Paul Dini dans l'animé de 1992 de Batman, série animée. Donc on a aussi King Shark, à ne pas confondre avec Killer Croc, qui est un homme crocodile, qui est aussi certes un ennemi de Batman, mais King Shark, on parle bien de King Shark, l'homme requin, qui en fait est un monstre bien brutal qui peut tout simplement défoncer des ennemis ou littéralement les bouffer, quoi. Mais d'une manière ultra violente, quoi. Et donc du coup, on a aussi Captain Boomerang, euh, qui s'appelle Harkness, il me semble, enfin Digger Harkness, un nom comme ça, ouais. Captain Boomerang, qui est juste un gros beauf de service, qui est un peu neuneux sur les bords, enfin complètement neuneux sur les bords, mais qui est aussi un tueur assez redoutable et qui a une maîtrise assez parfaite des boomerangs. Et on a aussi Killer Frost, mais on va y revenir sur ce personnage-là parce que c'est littéralement mon personnage préféré de tout le film. Killer Frost, qui en fait est une femme méta-humaine, en fait, c'est-à-dire un méta-humain, c'est-à-dire des personnages qui ont des pouvoirs, comme Superman, Wonder Man, etc., dans l'univers d'ici. Du coup, Killer Frost, qui est une méta-humaine, pardon, excusez-moi, j'ai bafouillé un peu, qui en fait est une criminelle, une voleuse tout simplement, qui braque des banques et qui congèle des gens grâce à ses pouvoirs, comment dire, de congélation. En fait, si vous voulez, c'est comme Iceberg de chez Marvel, de chez les X-Men, et c'est une femme qui en fait maîtrise tout simplement la glace.
comme aussi un peu Mr. Freeze. Même si Mr. Freeze à la base, bah, il a juste comment dire, une combinaison et un flingue de glace. Enfin, qui comment dire, crache de la glace. Enfin, qui tire de la glace, alors qu'elle, elle peut contrôler littéralement la glace. Et justement, Killer Frost, c'est aussi un personnage que j'avais découvert dans la série de comics Suicide Squad versus Justice League, que je vous conseille vraiment, de DC Rebirth, où en fait c'est un crossover entre les deux équipes, enfin tout simplement les deux équipes les plus connues de l'univers DC, c'est-à-dire la Justice League et la Suicide Squad, que je vous conseille vraiment de lire parce qu'elle est excellente et, et qu'elle est très respectueuse des différents personnages. Et le dernier membre, on a Black Spider. Black Spider qui est tout simplement un super ninja, on va dire, un ninja très expérimenté qui en fait fait justice soi-même pour tuer les pires crapules des villes, enfin de Gotham surtout, mais qui peut qui peut aussi retourner sa veste par opportunisme quand ça l'arrange également pour faire ses affaires, pour de la thune, etc. etc. Et en tout cas, ces personnages-là qui sont réunis par Amanda Waller, qui justement leur donne pour mission, parce que c'est la première fois qu'ils vont partir en mission, puisque encore une fois c'est une origin story sur la Task Force X, enfin Task Force X, enfin comment ça se prononce, Task Force X, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais le nom Suicide Squad n'est jamais prononcé, même si c'est bien la Suicide Squad qui est bien amenée en avant évidemment, puisque Force Special X et Suicide Squad, enfin c'est les deux noms qui comment dire, se réfèrent à l'équipe en question dans l'univers d'ici. Donc Amanda Waller qui va leur demander de faire un casse tout simplement dans l'asile d'Arkham à Gotham City pour aller récupérer un objet très important, une clé USB qui se cache dans la canne de l'homme mystère. L'homme mystère que je rappelle tout simplement est un ennemi extrêmement connu de la mythologie Batman. Excusez-moi, voilà. L'homme mystère qu'on voit juste là. Voilà, on va agrandir l'image juste là. Edward Nygma qui justement détient quelque chose qu'Amanda Waller veut absolument récupérer. Mais ça, c'est par rapport au twist que je vais raconter dans ma critique en question. Et en gros, Edward Nygma, qui est relié tout simplement à Batman, mais en gros, la Suicide Squad va s'introduire discrètement, enfin en forme de mission secrète, va s'introduire dans l'asile d'Arkham, avant qu'il ne tombe tout simplement sur Batman, qui est bien déterminé à les arrêter et comment dire, à remettre les choses dans l'ordre. Bon, j'espère que j'aurai bien résumé cette histoire-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Assault on Arkham? Eh bah, pour vous dire les amis, très franchement, on va y revenir en détail évidemment, mais c'est un film qui a enfin compris ce que devait être la Suicide Squad, ou la Force Spéciale X, mais on appelle surtout ça la Suicide Squad à la base. Bref, pour vous dire, c'est la meilleure adaptation de la Suicide Squad. Littéralement. C'est la meilleure adaptation de la Suicide Squad. Ils ont compris tout sur les personnages, sur leur humour, sans en faire trop sur l'humour, sur leur côté graveleux, sur ce côté très méchant de ces personnages-là, parce que c'est tous des enfoirés. Parce que vous pouvez dire, dans cette équipe-là, pour vous dire, ils ne pensent tous qu'à leur propre gueule. Ils veulent juste s'en sortir pour eux-mêmes tout seuls. C'est pas genre, on est tous potes à la fin, on est tous potes à la fin, on a sauvé le monde. Vous savez, comme dans le film de merde de 2016, hein, de David Ayer. Mais bon, pour vous dire, c'est réellement des méchants. Et c'est vrai que assez souvent, on a été souvent déçus de l'adaptation au cinéma ou en autre média de la Suicide Squad. Là où ce film-là avait réussi comment faire à la Suicide Squad intelligemment en termes d'adaptation, il y avait quand même le jeu de 2024, qui est The Justice League, qui fait suite au jeu vidéo de Batman Arkham, qui a été une véritable déception. Parce qu'en fait, le truc, c'est que non seulement il y a des incohérences et il y a un irrespect total à l'univers d'ici et à ses personnages, mais en plus, même si les designs sont cool des personnages de la Suicide Squad, les personnages sont juste stupides au dernier degré, ils font des blagues de merde, il y a des écritures, il y a des rebondissements qui n'ont aucun sens et qui font honte à l'univers d'ici, tu vois. Et c'est regrettable, quoi. Alors qu'à la base, ça pouvait être intéressant, genre la Suicide Squad qui en fait essaye de tuer la Justice League qui est contrôlée par Brainiac. Mais bon, malheureusement, ça a été un échec. Et Deadshot, il est même pas respecté, quoi. C'est un gros bolos.
Alors que Deadshot à la base, c'est un mec bien vénère, c'est un leader, tu vois, qui est sérieux, qui est sérieux, qui est droit dans ses bottes en termes de sa propre, de son propre égoïsme et de méchant, quoi. Et donc du coup, il y a une incohérence énorme dans ce jeu. Après, je vais quand même critiquer le film et le reste. Mais voilà, dans ce jeu, par exemple, la Suicide Squad, pardon, essaye de s'introduire dans le repère, enfin dans le bâtiment de la Justice League. Et donc Harley Quinn, en fait, elle arrive à décoder et à pirater les systèmes de sécurité que Batman a instaurés, on va dire, dans le bâtiment de la Justice League. Et en fait, ces cons-là, ils récupèrent toutes les armes de la Justice League, leurs pouvoirs, enfin, leur matos à eux, etc. Ça n'a aucun putain de sens. Comment t'expliques qu'Harley Quinn, qui ne connaît même pas Bruce Wayne, qui est complètement folle, qui est la meuf du Joker, expliquez-moi comment cette pute a pu réussir, avec son cerveau de 2 neurones, pour pirater les systèmes de Bruce Wayne. C'est pas genre une scientifique qui s'y connaît en technologie. Batman, c'est un mec qui s'y connaît en technologie, qui est ultra intelligent, si ce n'est le personnage le plus intelligent de l'univers d'ici, en termes de défense, en termes de technologie, en termes de réflexion, en termes de combat. Il est fort en tout, Bruce Wayne. C'est Batman. Harley Quinn, elle est folle. C'est un personnage féminin qui est quand même l'épouse, enfin la femme du Joker. C'est la meuf au Joker. Elle n'a pas cette intelligence d'avoir un cerveau développé pour pirater les technologies de Batman. Ça n'a aucun sens. C'est stupide. C'est complètement stupide. À la base, c'est la petite du Joker, hein, mais c'est le Joker qui l'a transformée en folle. Alors je suis désolé. Expliquez-moi la cohérence par rapport à ça dans l'univers d'ici. Rien que ça. Rien que ça. Mais bon, hormis ce jeu de merde, on va quand même revenir sur le film qui est vraiment excellent. Parce que je peux vous dire, franchement, ce film est respectueux de DC. Ce film est respectueux de Batman. Et vous allez en avoir pour votre argent, les mecs. Parce que si vous êtes fan de DC et si vous êtes fan de Batman comme moi, et des comics de Suicide Squad, j'avais lu perso les comics Suicide Squad de la période de New 52 de Adam Glass. Adam Glass a aussi également écrit apparemment des comics et Deadpool chez Marvel, mais bon. Batman et DC sont tellement respectés dans ce film-là, vous n'imaginez même pas. L'écriture des personnages est folle, et un respect énorme sur leur caractère, enfin leurs caractéristiques, pas seulement physique mais aussi mental. Pardon, et c'est aussi un film qui a des rebondissements très intéressants, qui a des clins d'œil, des easter eggs vraiment très très bons, et qui font vraiment bien le café. Après, petit défaut que je tiens juste à dire de ce film, c'est que la musique, elle est pas folle du tout, elle m'a pas du tout marqué. Après, il y a une musique un peu dubstep, même si je déteste la dubstep, hein, j'ai dû déjà le dire dans mes vidéos, mais la dubstep, c'est une musique qui n'a aucun sens pour moi, qui a aucune logique artistique, qui a aucun impact artistique et qui est juste insupportable pour les oreilles, qui me casse la tête. Mais il y a une dubstep qui peut coller au film parce que ça va avec le côté brutal et fun des personnages de la Suicide Squad. Même si c'est une dubstep qui est allégée à la base, mais c'est une dubstep allégée, même si la dubstep, j'accroche pas du tout. Mais genre vraiment pas. Genre vraiment pas. C'est comme le hard rock. La dubstep et le hard rock, c'est vraiment pas pour moi. Littéralement. Peut-être le hard rock, entre guillemets, seulement juste pour Matrix. Mais voilà, c'est tout. Ce film-là, si vous êtes fan de comics et de Batman, alors là, vous en avez pour votre argent, encore une fois. Et même pour vous dire, au moment où je tourne des vidéos le soir, je l'avais vu l'après-midi et je me souviens encore de tout, quoi. Il m'a tellement marqué, même en termes d'action, c'est tellement fluide. Les scènes d'action de ce film sont fluides. Et c'est tellement caractéristique et tellement cohérent par rapport à la morphologie et par rapport au mouvement de chaque personnage et de leurs caractéristiques et de leur pouvoir, de leur capacité, quoi. Et de leur capacité de combat, même pour ceux qui n'ont pas de pouvoir à la base, comme Batman, comme Captain Boomerang ou Deadshot, ou Harley Quinn qui n'ont pas de pouvoir à la base, quoi. Sauf Killer Croc. Bon, Killer Croc, c'est un homme pas Killer Croc, pardon, King Shark, excusez-moi. King Shark qui est un homme requin. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé sur le nom je me suis pas trompé sur le nom de King Shark, en tout cas. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est un film qui est vraiment très bon et moi je vous propose de commencer la critique par mon personnage préféré. Le personnage que j'ai vraiment le plus kiffé, mais genre vraiment. Ça a été mon coup de cœur, j'ai dû le dire un peu en début de vidéo, mais n'empêche. Mais vous en faites pas, ça on va... Alors,
Bon, peut-être que là ça marche pas, mais bon. Killer Frost. Killer Frost. Alors elle, c'est une putain de méchante. Elle a un putain de charisme. C'est la meuf qui en a rien à foutre des autres, qui pense qu'à sa gueule, qui en fait veut juste buter des mecs, juste buter, juste pour être tranquille quoi. C'est vraiment une meuf qui en fait est réservée, mais qui est assez rancunière, qui est assez comment je dirais, vénale ou assez brutale même dans ses capacités de violence quoi. Mais c'est un personnage qui est quand même intègre dans l'équipe, enfin intègre qui intègre dans sa fonction dans l'équipe. Même si elle s'en fout des autres, même si elle en a rien à foutre des gens autour d'elle, et qu'elle pense qu'à sa gueule. Mais c'est aussi une femme qui est ultra magnifique, parce que ça a été littéralement mon crush dans le film, même si c'est une méchante. Déjà, elle a un putain de costume ultra sexy de fou. Mais vraiment, je vois une meuf comme ça, je veux l'épouser. Je veux vraiment l'épouser. Une meuf comme ça, c'est totalement mon type. Mais c'est une connasse qui clairement peut geler les gens, tout ça. Mais c'est un personnage, si tu veux, qui peut arriver à écouter les gens autour d'elle et à rester concentré dans l'émission, quoi. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage-là et qui est assez fascinant. Et en plus, putain, Killer Frost, putain, qu'est-ce qu'elle est fraîche. Elle est fraîche, sa mère. Sans mauvais jeu de mots, mais elle est bonne. Elle est bonne. Vraiment. Mais comme vous le verrez dans ma vignette de vidéo, j'ai fait le kéké. Mais il fallait bien. Pour une beauté pareille. C'est sûr. C'est pour le fun, évidemment, mais voilà, quoi. Vraiment. J'espère au moins tomber sur une femme peut-être un jour qui voudrait bien porter ce costume-là. Ce serait par consentement, évidemment. Ce serait par son consentement. Bref, vous m'avez compris, mais franchement, elle a, elle a un putain de costume. Et c'est vrai que j'ai vu récemment qu'il y avait des costumes un peu plus modernes pour cette Killer Frost. Mais moi, je le dis franchement, elle est beaucoup mieux ainsi. Les tenues légères, tout ça. Franchement, voilà, ça fait un côté sexy, assez redoutable, assez imprévisible parce que elle a une tenue légère un peu chaude. Enfin, pardon, excusez-moi, elle a une tenue légère, on pourrait se dire que elle a chaud et tout, mais non. Là, tu vois, ça lui permet d'être plus fluide dans les combats, d'être plus agile dans ses capacités. Et moi, clairement, je suis désolé, mais imaginons, dans l'univers de James Gunn au cinéma, de DC, imaginons si jamais cet univers va réussir, imaginons, entre guillemets, moi, clairement, il faut absolument me caster une actrice qui pourrait porter ce costume-là pour Killer Frost. Pour des années plus tard, quoi. Mais genre, vraiment. Et ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'au début, elle a une alchimie, comment dire, je t'aime moi non plus, avec King Shark. Si tu veux, King Shark, c'est un personnage qui peut buter des gars, peut les bouffer, ok. C'est un gros monstre, tout simplement. Mais c'est un gros monstre qui est quand même conscient d'en être un, qui a quand même une conscience, si tu veux. C'est un personnage qui est investi dans l'équipe quand on a besoin de lui pour le côté musclé, si tu veux, de la mission. Et c'est une arme redoutable, quoi. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le petit clin d'œil au masque d'Hannibal Lecter, bah, qui était aussi dans le film, de 2016 avec Killer Croc. Mais là, King Shark, déjà, il a un design qui fait plus humain, parce que si tu veux, par rapport à sa relation, je t'aime moins non plus de Killer Frost, bah, au début, les deux, ils veulent se foutre sur la gueule. Mais Killer Frost, c'est une femme qui se fait respecter, quoi. En fait, Killer Frost, ça pourrait être un peu comme Deadshot. Même si Deadshot, il est encore plus manipulateur et plus redoutable, mais Killer Frost, c'est une femme qui se laisse pas faire. Et elle sait se faire respecter. Et c'est à partir de ce moment-là, si tu veux, qu'il va y avoir une sorte de petite alchimie entre King Shark, pardon pardon si je confonds Killer Croc avec King Shark. Donc je disais bien King Shark, enfin c'est ce que je veux dire à la base, mais King Shark qui a une bonne alchimie entre Killer Frost qui sont plutôt potes à la base, tu vois. Il n'y a pas cette romance, on va dire, un peu bizarre entre les deux, mais c'est vrai que King Shark, bah il a une apparence qui fait humain, quoi. Un peu plus humaine comparée aux adaptations qu'on a eues au cinéma, enfin la première adaptation au cinéma, mais en gros King Shark à la base, ça ressemble à ça dans les comics de Adam Glass. Par contre, James Gunn, pardon, en 2021, James Gunn il nous avait fait ça. J'ai dû le dire en début de vidéo, mais le film de 2016, il est éclaté au sol.
Et le film de 2016, oui, de David Ayer, et le James Gunn de 2021, je l'ai pas du tout aimé. Même si les critiques étaient plus élogieuses pour le 2021, j'ai pas du tout aimé le film. Vraiment. J'ai dû déjà le dire dans mes vidéos d'ici, et encore une fois, enfin, je vous le dis les gars, dans cette vidéo, pardon, pour la première fois, vous pouvez aller voir vous pouvez, en d'autres cas, excusez-moi, aller voir le reste de mon contenu des vidéos d'ici que j'ai faites, pas seulement sur le James Gunn, et pas seulement sur le Snyderverse, bref, vous y jetterez un coup d'œil, mais donc voilà. On va parler quand même de l'humour de Batman Assault on Arkham. Parce que, je suis désolé, James Gunn qui aime bien faire de la gaudriole, qui aime bien se moquer des super-héros, voilà. Il a fait King Shark. Un gros bébé à tête de demeuré. Ce mec-là, Gunn ne comprend pas ses personnages parce qu'il en a fait des imbéciles. Quand tu lis les comics d'Adam Glass, quand t'as eu. Bon, je sais pas vraiment comment c'est dans les comics de John Ostrander, mais en termes d'écriture, quand même, quand tu parles de l'univers d'ici, on se doute un peu que c'est des personnages, quand tu t'y connais un petit peu, qui sont quand même sérieux à un moment, mais qui tombent dans des situations assez loufoques, quoi. Mais c'est pas des anti-héros un peu neuneux, ou complètement neuneux, qui sont complètement stupides et à côté de la plaque. Là, James Gunn n'a pas compris King Shark. Il en a fait un monstre rigolo, gros con. Et c'est regrettable. Et ça ridiculise ses personnages dans le film de 2021. C'est dommage. Parce que King Shark, dans les New 52, il ressemble à ça. Il ressemble à ça, King Shark. C'est les pompiers dehors, mais on s'en fout. Parce qu'il y a du bruit dehors, mais on s'en fout. King Shark, c'est ça. C'est quand même un monstre qui pense juste à bouffer, qui a un cerveau assez un peu, hein, qui a un cerveau, comment dire, une mentalité un peu de simplesse si tu veux dans les comics d'Adam Glass, mais c'est quand même un monstre assez redoutable quoi. Et quand tu le vois, il fait peur. Avec sa tête de requin marteau dans la version des New 52, il fait peur. Pardon pour le bruit dehors, c'est les pompiers qui cassent un peu les couilles. Donc voilà, c'est un monstre qui est assez redoutable, assez imprévisible quoi. C'est ça que je veux dire. Mais Nano là, enfin, comme on l'appelle aussi dans les comics, Nano, c'est son nom à la base à King Shark. Bah frérot, il a l'air d'être juste con parce que James Gunn a juste pensé à faire du troll avec ce personnage. Et ça c'est dommage. Vraiment. C'est un acte manqué. James Gunn qui aurait pu faire un truc à la fois sérieux et sombre pour la Suicide Squad en mettant un peu de blague légère, mais voilà. Mais non. Et ça c'est dommage quoi. C'était ma parenthèse par rapport à King Shark et par rapport à Killer Frost. Si quand même. Je vais revenir sur un truc par rapport à Killer Frost qui m'a vraiment plu aussi. Mais il faut savoir aussi. Bon d'ailleurs, on va revenir sur les rebondissements, mais voilà. King Shark que je m'attendais pas à voir mourir d'ailleurs dans le film. C'est un personnage que je pensais qu'il allait rester jusqu'à la fin. Même s'il y a ce rebondissement par rapport au Riddler, à l'homme mystère, qui justement va être. La Suicide Squad a justement grillé les nanobombes dans leur cou pour justement échapper à Amanda Waller, mais tout va pas se passer comme prévu. Alors, parce que oui, en parlant de nanobombes, quand je vous disais que Killer Frost, c'est un personnage qui est pas dans la précipitation, et qui est comment dire assez, qui est un peu plus réfléchi. Par exemple, dans la scène avec le Riddler, quand ils vont essayer de le récupérer, il y a ce rebondissement très simple où Amanda Waller, tu sens que c'est une vraie enfoirée. Tu sens que c'est une vraie enfoirée et qu'elle est maligne quand même, la Waller. Parce que, pour pas prendre de risques, elle a carrément mise dans le cou du Riddler une nanobombe. Et donc, t'as Killer Frost qui s'apprête à tuer justement l'homme mystère pour récupérer la clé USB. Enfin voilà. Et en fait, le mystère lui fait cette révélation où en fait, bah, dans la clé USB, bah, c'est comment dire, là où sont comment dire, recellées les informations pour comment dire enlever les nanobombes. Parce qu'en fait, l'homme mystère avait les informations pour enlever les nanobombes dans la clé USB. Et c'est pour ça que Waller voulait tout simplement le traquer et le récupérer, et justement récupérer la clé USB qui est dans sa canne.
C'est assez malin et bien écrit en tout cas par rapport à l'univers d'ici. C'est ce genre de twist avec ce côté enquête, ce côté détective, rebondissement, un peu espionnage, un peu infiltration. Ça marche du feu de Dieu avec ce film. Et c'est vrai que Killer Frost, elle, tu vois, elle est un peu impulsive sur le moment, mais elle sait écouter les gens quoi, quand il le faut. Elle sait les écouter pour dire, pour voir si ça va lui servir ou pas. Même s'il reste assez redoutable quoi. Carrément, non seulement elle gèle la tête de mec, et les têtes des mecs elles se brisent, tu vois, mais en plus elle gèle carrément le cou du Riddler quoi. Et elle peut très bien, vous voyez, bah, briser le cou comme ça en deux quoi, avec la glace. C'est une dinguerie. Mais vraiment, cette meuf est redoutable. Et c'est aussi mon crush. Voilà. Mais voilà. Bon, je me répète un peu, mais ce qui est très intéressant aussi avec Killer Frost, c'est que c'est un personnage bah, qui est très réfléchi et qui est quand même organisé, quoi. Et qui est très maligne. Et qui prend, quand ça lui permet de. Qui prend en fait les choses par opportunisme, quand ça lui sert pour la suite, quoi. Pour ses propres intérêts à elle et seulement à elle. Et ce côté assez réfléchi, si tu veux, où elle est patiente par rapport à ce qui va lui amener, comment dire, à aller dans telle direction ou telle direction, voilà. Elle profite de l'occasion de ce qu'elle a entre les mains, juste pour sa propre gueule, quoi. Et le fait qu'elle écoute attentivement Waller pour les informations, tout ça, et le fait, avec le mystère où il y a ce rebondissement, où tout simplement elle va s'allier avec le mystère pour se faire enlever les bombes, tout ça, c'est très malin. Et c'est très très bien trouvé. Et bon, vous m'excuserez les mecs, mais putain, elle est fraîche, non. Putain, elle est fraîche. Elle a ce côté sexualisé, si tu veux, pour berner les mecs. Et ça, c'est intéressant, quoi. Ce côté sexualisé, où en fait, elle, comment dire, elle s'introduit dans la morgue, enfin, dans la morgue des cadavres, là, à Arkham, avec Captain Boomerang qui fait le con, tu vois. Et genre, au moment où il y a le mec qui ouvre le sac pour voir le cadavre de la meuf, enfin de Killer Frost alors qu'elle est pas morte à la base, il y a le mec qui fait le gogol, et comme par hasard, enfin pas comme par hasard, mais bah, vu le contexte du film, bah, Killer Frost se joue de lui avec ce petit sourire narquois, elle remet ses fringues et elle le gèle, tu vois. Mais elle est très fraîche aussi. Elle est ultra fraîche, sans mauvais jeu de mots. Et elle est ultra bonne. C'est mon type de meuf. Si j'étais dans cet univers-là, ce serait mon type de meuf. Bon, j'aurais des problèmes avec Batman, mais voilà, pour vous dire. Et aussi. Mais on va y revenir un peu plus sur les clins d'œil du film. Parce que pour vous dire, c'est tellement une Batmania ce film. Mais tellement du bat porn. C'est clairement du bat porn. Killer Frost, déjà que j'adore les femmes avec les gros flingues dans les films. Je suis ce genre de nerd là, qu'est-ce que vous voulez? On kiffe tous Hélène Ripley, rien que pour ça. Et là, la meuf quand même, elle a la capacité de geler n'importe quoi. Et elle a le flingue de Mr. Freeze. Parce que c'est au moment où en fait ils s'introduisent, comment dire, dans le hangar, si vous voulez, pour récupérer leur matos, les matos des autres vilains, où justement Harley Quinn, et là là où on va passer au clin d'œil, où Harley Quinn justement va récupérer euh, les affaires que le Joker avait à sa disposition. Mais on va revenir sur les relations, pardon, 1, 2, 3, 4. On va revenir sur la relation Harley Quinn et Joker. Il y a un clin d'œil très bien trouvé, pardon, par rapport à Harley Quinn quand elle fouille dans les affaires du Joker. Non seulement il y a le logo original de Batman de 1989 de Tim Burton dans un costume où il est dit dans le film que en fait le Joker et Harley Quinn avaient fait le con, avaient fait tous les deux les cons avec un camion, et en fait le Joker était déguisé en Batman, tout ça pour comment dire faire chier le pingouin. Mais on va y revenir sur le pingouin justement dans ce film, et il y a tellement de caméos dans ce film qui sont juste hallucinants. Et justement le clin d'œil avec Harley Quinn quand elle fouille dans les affaires du Joker dans le hangar, tu vois, enfin dans la comment dire dans l'étage des affaires dans les affaires réquisitionnées des vilains prisonniers à Arkham. Du coup, on a le masque de l'un des bandits, tu vois, qui était apparu dans le The Dark Knight de 2008 de Christopher Nolan. Enfin, The Dark Knight tout simplement, qui est tout simplement le meilleur film Batman et le meilleur film de super-héros de tous les temps. Pour vous dire, c'est le film de super-héros le plus aimé, quoi. Et ils ont pensé à tout, quoi. Au moment où Harley Quinn fouille dans ses affaires, tout ça, c'est des génies. Pardon, les mecs qui ont écrit ce film et qui ont fait ce film, ils ont tout compris à Batman et à son univers et à ses personnages.
C'est fou quand même. C'est pas compliqué parfois de respecter les femmes. Mais genre vraiment. Frérot, qu'est-ce que je peux dire d'autre En parlant de caméo, bah oui, parce qu'on va parler des caméos. Tout de même. Le pingouin. Le pingouin. Olzad Coppelport. Déjà, c'est genre le pingouin que j'aurais voulu voir dans l'univers du Snyderverse. Ce pingouin très réaliste, tu vois, qui bouffe des poissons pourris dégueulasses, avec même ce côté kitsch, tu vois, un peu à la Silver Age ou Golden Age, je sais pas. Où en fait, il a un parapluie avec un fusil et tout. Mais c'est un pingouin, tu vois, très réaliste, qui a pas son chapeau là dans le film, mais qui quand même est assez massif avec un manteau de glace, enfin un manteau d'hiver, pardon. Là, c'est dans le repère du pingouin à la base, ce genre de repère avec ce côté dans le thème de la banquise, tout ça. Je sais plus le nom exact du repère du pingouin qui est aussi dans le dessin animé de 92. Vous me direz ça en commentaire si vous savez si vous avez trouvé le nom. Bref, j'ai oublié le nom en tout cas. Mais voilà, le pingouin qui quand même est un assez bon négociateur quoi à la base. Et aussi à un moment où il est expliqué que les deux, Deadshot et le Pingouin, ont déjà collaboré ensemble, quoi. Ça, c'est assez cool, quoi. Que même Deadshot, avec même les pires crapuches de l'univers Batman, ils puissent collaborer avec eux, quoi. Et parce que Deadshot, c'est le plus grand tireur d'élite, c'est le plus grand tueur à gage, et puis à la base, c'est un gars qui pense qu'à la thune, voilà, quoi. Il veut se faire les poches, littéralement. Enfin bon, je vais essayer de finir la vidéo avant 1 heure. Mais voilà. Elizabeth que Paul Porte, qui est archi bien respectée, et qui en veut à Harley Quinn, parce qu'Harley Quinn, en fait, elle avait volé l'un de ses camions, et en fait, elle l'avait fait couler dans le fleuve de Gotham, avec le Joker, à l'époque où Harley était encore avec le Joker. Mais voilà quoi. Donc, le personnage du pingouin, qui est assez terrifiant, et ça, c'est un pingouin comme ça que j'aurais voulu voir dans le Snyderverse, mais c'est jamais arrivé quoi. C'est regrettable. Non, c'est regrettable. Sinon, qu'est-ce que ah oui, en parlant du Joker, parlons-en du Joker. Et on va parler de sa relation avec Deadshot. Parce qu'à un moment donné, dans le film, il y a carrément Deadshot qui couche avec Harley Quinn. Mais ils font les porcs quoi. Ils défoncent le lit d'appartement, tout ça. Enfin, le lit d'hôtel, je sais plus. Mais voilà, c'est assez bestial pour montrer que c'est bien des méchants qui, voilà, sont brutaux quoi, qui sont vraiment méchants entre eux. Même dans les gestes affectifs à la base, ils deviennent des ordures. Et le Joker qui est assez schizophrène à la base et qui veut littéralement buter Deadshot quoi. Pour te dire. Parce qu'il est jaloux, parce qu'il veut posséder Harley Quinn, mais en même temps il la veut plus, enfin, il la considère comme un objet. Et ça, c'est une relation toxique qu'on aurait voulu voir dans le film de 2016, de David Ayer. Pas genre, ah, je suis le Joker, ah, je suis terrifiant, je rigole jamais, ah, je t'aime Harley, ah, je t'aime aussi Monsieur Genie, ah, mon poussin, je t'aime, oh, quel gâchis, putain, quel gâchis. Enfin voilà, le Joker qui en plus, même, enfin, il y a une scène dont je vais parler. Le Joker qui à la base, bon, à la fin du film, le Joker survit. On ne sait pas pourquoi, mais il survit quand l'hélicoptère se crache, tout simplement vers les rues de Gotham. Quand Deadshot en fait va pousser l'hélicoptère, vous savez, à toute fin. Mais pour montrer à quel point le Joker c'est une figure tellement mythologique, pour te dire, il survit même à Deadshot qui le pousse d'un hélicoptère quoi. Le Joker s'est détaché de justesse quoi, et voilà. Mais bon, reprendre ça dans le live action, enfin dans le film de 2016, c'est incohérent parce que on fait genre que non le Joker il est mort, euh, mais en fait il est pas mort et en fait il revient en Joker SWAT pour libérer Harley Quinn. Enfin, d'ailleurs une suite du David Ayer qui n'a jamais vu le jour et heureusement d'ailleurs. Mais bon, bref, ce serait qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, bon, si je dois faire une parenthèse, la relation Batman Harley Quinn est très intéressante. Bon, on voit que Batman dans tout le film, on voit pas du tout Bruce Wayne. Enfin, on voit pas Bruce sans le costume de Batman. Bref, il y a ce côté où Batman est très protecteur et veut aider Harley Quinn, veut aider tout simplement Harley Quinzel, parce que Harley Quinzel c'était avant l'identité originale d'Harley Quinn. Harley Quinzel qui était quand même la psy du Joker, avant qu'elle se fasse embobiner par celui-ci pour devenir Harley Quinn. Mais voilà, ce côté où Batman est très protecteur, va essayer de l'aider avant tout,
mais qui a ce côté brutal, ce côté redoutable, quoi, de guerrier, où il peut carrément casser les mains de bandits au début du film, tu vois. Batman, c'est un super-héros qui vraiment est épris de justice et vraiment pour aider les gens, quoi. Même si c'est par la force, d'une manière assez brutale, quoi. Mais c'est quelqu'un d'assez rationnel quand il faut pas dépasser les limites, comment dire, psychologiques, quoi. Et en fait, ça peut être tout simplement un très bon psy Batman pour tout simplement aider les gens. Je dis ça parce que, vu ce qu'il a vécu, Batman, depuis le début, depuis la mort de ses parents, il a un vécu très sombre, quoi. Il peut comprendre ce genre de situation où les gens puissent souffrir, littéralement. Et c'est pour ça que Batman, qui a eu un passé brisé, peut essayer d'aider Harley Quinn. Mais ça c'est comment dire un cycle comment dire un cycle infernal qui peut tout autant détruire Batman. Et ça, cette relation est très bien respectée par rapport à ça. Mais genre vraiment. Je sais plus exactement ce que je disais avant ça, mais bon. Ouais, voilà. Voilà, il y a une scène quand ils s'introduisent à Arkham Asylum. Du coup, dis-toi si tu veux, c'est un personnage qui en a rien à foutre d'Harley Quinn. Il veut juste la baiser, tu vois. Enfin, ils ont juste baisé une fois, tu vois, parce que le frérot, il l'a trouvé fraîche. Mais n'empêche, quand Deadshot, quand Floyd, en fait, va s'introduire pour, comment dire, déposer la petite bombe de piratage informatique, tu vois, dans les locaux, pour justement que les autres de la Suicide Squad rentrent dans le bâtiment, enfin, rentrent dans l'asile, Deadshot, il voit très bien qu'Harley, elle se fait provoquer par le Joker. Et à un moment, Deadshot lui dit, meuf, calme-toi, il veut juste te provoquer, etc., etc. Pour te dire, Deadshot, qui a aucune humanité à la base, sauf avec sa fille, mais on va y revenir, le frérot, il a quand même compris qu'Harley Quinn se sentait mal et voulait un peu la canaliser, quoi. Ça, mais bon, bien sûr, c'était dans le contexte de la mission pour faire bien dérouler la mission avant tout, quoi. Même si Deadshot, il a involontairement cette humanité, comment dire, de protéger Harley Quinn. Enfin, pas de la protéger, mais de lui rendre service pour pas qu'elle subisse, on va dire, le jong du Joker et sa provocation. Même si Harley Quinn, carrément, elle peut tirer vers le trou de la vitre blindée, on va dire, du Joker. Elle peut très bien le tuer, quoi. Donc ça, c'est le cercle infernal, on va dire, tout simplement de la relation toxique entre deux personnes, quoi. Joker et Harley Quinn, du coup. Littéralement. Littéralement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Ouais, il y a un truc. Bon, déjà Harley Quinn. Comme je l'ai dit, le costume. Ah mince, pas. Si, voilà. Ok. Déjà le costume original. Et je vais être d'accord avec des youtubeurs d'ici spécialisés qui l'ont dit. Le costume original d'Harley Quinn, elle est beaucoup mieux ainsi. Parce que ce côté bleu et rouge, ça pète un peu trop dans les yeux, quoi. Ce côté, on va dire, un peu sinistre et sombre à la fois, et assez cartoonesque et assez drôle aussi, assez kitsch, on va dire, de ce costume-là, il est mieux. Parce que, pardon, le côté rouge, ça représente le côté vivant d'Harley, pardon, et le côté sombre, ça représente, on va dire, sa noirceur dans sa vie, quoi, Harley Quinn. Ce qui était malheureusement ce qui était malheureusement déconstruit avec le costume bleu et rouge. Et ça c'est dommage, quoi. Après, c'est que mon avis en tout cas. Euh, Parlons-en des relations entre les personnages. Bon, petite parenthèse sur King Shark. King Shark, j'ai bien dit, pas Killer Croc. King Shark, littéralement le frérot. En fait, c'est un personnage qui fait pas le gogol, qui apparaît pas à n'importe quel moment, pour vous dire. Et là, il y a une petite crotte de nez au film de 2016, qui était intéressante. Bon, même si le film date d'avant le film de 2016, bref. Malheureusement, pour vous dire, en 2016, ils ont fait une adaptation tellement foireuse. En gros, voilà. King Shark, il est dans son élément, quoi. Il est dans la flotte, il peut dézinguer et bouffer des mecs comme ça, par surprise. Et ça, c'est intéressant parce que c'est King Shark. C'est un gros monstre, c'est un monstre aquatique qui, en fait, arrive au bon moment pour attaquer, comme un prédateur naturel, littéralement. Et il y a même un moment où, dans le film, King Shark, après avoir bouffé ce mec-là, pile dans cette scène-là, justement, il dit ah putain, je déteste les égouts. Pour te dire à quel point il a une intelligence, ce monstre-là, il sait qu'il y a un côté humain malgré ça.
Bon, c'était pareil aussi pour le King Shark du jeu de Kill the Justice League, même si il faisait des blagues de merde, quoi. Le King Shark du jeu vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Kill the Justice League, puait la merde. Mais là, ce King Shark là, sa meilleure adaptation, pour vous dire. Et c'est même dommage que le frérot, il y a un problème avec sa bombe et qu'il meurt, quoi. Mais bon, ça fait aussi des twists très intéressants par rapport à l'œuvre. Dans le sens où il y avait un dérèglement par rapport à sa bombe, parce qu'il y a une résistance de je sais pas quoi par rapport à sa bombe, et malheureusement il meurt. Parce que Amanda Waller a pu déceler, on va dire, son coup du lapin, un truc comme ça, bref. En parlant de twists, alors là, les twists, bon, déjà Deadshot. Je vais essayer de finir avec les personnages Deadshot. Pour te dire à quel point le mec, il en a rien à foutre de l'équipe, alors que c'est le leader à la base, et que c'est le gars qui est droit dans ses bottes, mais pour son propre compte à lui, seulement son propre compte à lui. Voilà. Déjà, Amanda Waller, elle se fait respecter en mode asseyez-vous, bande de cons. Elle en impose, tu vois. Elle a un côté caractériel vraiment redoutable. Faut pas la faire chier. Tout le monde s'assoit. Pour te dire là à quel point la meuf met la pression. Respect, quoi. Amanda Waller. Et donc, Deadshot. Le frérot, il en a rien à foutre, c'est le plus classe. Deadshot, c'est le plus classe. Meilleur personnage masculin de toute l'équipe. Le frérot, il reste debout. Il regarde. Ah ouais, ok. D'accord. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai juste retrouvé ma fille. Je m'en fous de vous, Amanda Waller. Je peux même vous buter. Et même Amanda Waller, elle pourrait très bien lui sauter sa bombe dans sa tête, là. Mais elle se dit, il est trop utile, Deadshot. C'est le meilleur tireur, c'est un putain de leader. Euh, le frérot, il peut m'aider pour les grosses missions comme ça avec d'autres personnages, d'autres méchants. Il est trop crucial, le frérot. Et c'est ça qui est intéressant avec Amanda Waller, c'est qu'il y a ce côté où elle peut tuer ces vermines-là quand elle veut, quand elles font n'importe quoi, mais elle se dit non, ils sont trop utiles pour moi, c'est les meilleurs dans leur domaine. Il faut que ces missions réussissent pour le compte des États-Unis. Il en va de ma responsabilité en tant que leader de l'Argus. L'Argus, qui en fait est une agence que Amanda Waller a fondée justement pour surveiller les activités méta-humaines dans l'univers d'ici. Et d'ailleurs, l'Argus, justement, l'un des principaux responsables de l'Argus, c'est aussi Steve Trevor, le petit ami de Wonder Woman dans les comics New 52, Geoff Jones, bref, vous m'avez compris. Mais déjà, ce côté je m'en foutisme et je l'assume complètement, c'est un personnage que j'adore rien que pour ça, quoi. Et franchement, respect. Deadshot, qui en plus a un arsenal, frérot. Déjà, ils ont repris l'arsenal bracelet, tu vois, avec flingue, tu vois, qui est très intéressant et qui est mieux amené et plus intelligent là, et plus précis en termes de logique imaginatif, on va dire, en termes de palpabilité, je sais pas comment dire, que dans le film de 2016 où ça faisait tellement fake, tu n'y croyais pas une seule seconde, quoi. Parce que je suis désolé, je vais encore cracher la gueule de Will Smith, mais à un moment donné, ça là, hein, ça là, les mecs, plus jamais. Bloodsport, c'était aussi merdique. Mais ça là, plus jamais. Pas parce que Will Smith est noir et il a joué Deadshot. Non, non, non. Vous savez très bien qu'à la base, quand je parlais de mes premières vidéos, j'étais pour ça. Mais quand j'ai appris pour Will Smith et Puff Daddy, hé, les mecs, j'arrêterai jamais avec Puff Daddy. Vraiment. Là, le costume est classe, ok, mais à un moment donné, Will Smith, il a joué un bisounours. On est tous copains, vas-y, on a sauvé le monde, blablabla. Sérieusement, quoi. Putain. Putain, j'ai pas raison, peut-être. Bon, ce qui est très intéressant, ce qui est aussi très intéressant dans le film, putain, les mecs, c'est la relation avec Captain Boomerang. En fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que l'humour est pas forcé. Il y a des moments impromptus où, quand Deadshot il a du mal à mettre le système de piratage, tu vois, pour qu'ils rentrent tous. À un moment, il y a ce côté petit proco, ils se sont bloqués par la sécurité à un moment donné, même si la sécurité ne se doute pas de qui ils sont réellement, tout ça. C'est très intéressant ce côté impromptu de la situation. C'est pas forcé. Big Harkness, il fait le beau gosse pour être intéressant de voir Harley Quinn, mais Harley Quinn en a rien à foutre et ça c'est trop rigolo. Et c'est un humour qui est pas forcé, quoi. C'est un humour qui est simple, efficace, mais qui en fait pas des caisses. Pas en mode, t'as vu comme je suppose, j'ai une grosse bite.
Non, non, tu vois, là, c'est plus fin. C'est plus fin pendant tout le film. C'est largement plus fin et plus respectable pour les personnages. Surtout dans un univers sombre appelé DC Comics. Enfin, Detective Comics. Hmm. Enfin voilà, c'est pas compliqué à un moment donné de comment respecter les personnages. Et comme j'ai dû le dire au début du vidéo, les scènes d'action, voilà, pour vous dire, les scènes d'action de ce film-là, elles sont folles. Tout est respecté par rapport à l'écriture des personnages, par rapport à leur chorégraphie, par rapport à leur capacité, vraiment. Mais j'ai dû le dire, mais Deadshot, oh là là, mais quand il tire le frérot, c'est tellement épique, c'est tellement agile, quoi. C'est putain d'agile. Et d'ailleurs, ah oui, juste une parenthèse, avant de continuer, Black Spider. Black Spider, lui, c'est un crack. Il a une agilité de bâtard. C'est un putain de ninja. C'est l'ennemi parfait face à Batman. Alors que Black Spider, c'est un mec qui pense qu'à sa gueule, qui peut tuer des méchants par épris de justice, quand il était pris de justice, bref, voilà. Mais il peut aussi penser qu'à sa propre gueule, quoi, qu'à sa propre survie, bref, voilà. Pour te dire, Black Spider. Mais bon, pour revenir sur la relation, Digger Harkness, Deadshot. Voilà. Les deux se détestent. Mais quand je te dis qu'ils se détestent, frérot, ils en ont rien à foutre. Ils se balancent des vacheries. Mais enfin, voilà. Ils se détestent, quoi. Mais ils peuvent s'entretuer, tu vois. Ils se foutent déjà sur la gueule. Mais quand ils se foutent sur la gueule à un moment, avant de se faire opérer par les gardes, voilà. C'est pas par incapacité et par stupidité. C'est parce que les deux se détestent. Ils se balancent tellement de vacheries. Et on va dire, en cette arrogance chacun pour eux, de se croire être le leader absolu, quoi. Alors que, bah, à la base, Harkness, c'est un gros beauf de service, et Deadshot, il est plus malin que ça. Mais il se laisse beaucoup trop dominer par Harkness, qui lui dit tellement de merde de simplet, quoi. Alors que Deadshot, il sait à la base qu'il est trop fort. Il peut tirer, pardon, sur des cibles, enfin, c'est vraiment un truc de malade. Deadshot, c'est un sniper, mais c'est le meilleur sniper de l'univers d'ici. Et c'est un mec, pardon, et c'est un mec qui a cette arrogance et cette prestance, on va dire, de la connaissance du métier de criminel, quoi. C'est ça, en fait, le truc. Mais bon, c'est tout, en fait. C'est tout. Euh, J'étais sur un truc, ouais. Que dire d'autre? Ah oui, pour te dire, Deadshot, voilà. Il est joueur, mais il est pas non plus stupide. Il est pas non plus, enfin, il est provocateur, mais il sait, comment dire, se modérer. Dans le jeu des fléchettes qui est assez amusant, et c'est une des scènes les plus drôles du film, le frérot, il arrive toujours à viser pile au milieu dans la plaquette des fléchettes, là, dans le bar. Des Ness, il fait sa technique, tu vois, en balançant comme un boomerang, il balance toujours à côté, et Deadshot, comme un crâneur, il balance toujours au milieu, quoi. Pile sur la bonne cible. Pour te dire à quel point Deadshot, il est maîtrisé et plus mature que Harkness, qui est vraiment un abruti total. Et ça, c'est la réussite de ce film. Déjà, ce respect-là des personnages, bravo. Bravo, les mecs. C'est tout, c'est ça qu'on veut, Warner d'ici. C'est ça qu'on veut. En partie. Alors, avant que je passe peut-être au caméo du film. Ah oui, pour te dire Deadshot, il y a une scène de malade, frérot. Quand il est face au Joker, putain, quand il est face au Joker, c'est un putain de manipulateur. J'ai dû le dire en début de vidéo, mais Deadshot, c'est un putain de manipulateur de fou. Il sait que le Joker pourrait très bien le buter, là. Parce que le Joker, il est jaloux de sa relation avec Harley. Il a deviné, à un moment donné, le Joker se libère, il a deviné. Et en fait, le frérot, il est posé et tout, et il lui dit: Oh non, ton flag il est pas chargé, frérot, tu peux essayer, mais vas-y, tu peux essayer, mais il est pas chargé. Et donc le Joker il vérifie carrément, parce qu'il était moins influençable aussi, le Joker, il vérifie carrément si le flingue est chargé ou pas. Et il tire dans les airs, et en fait, Deadshot il arrive à lui mettre une mandale dans la tronche, enfin, c'est trop bien, c'est ce qu'on aurait voulu voir dans le film de 2016. Bon, après, je suis bien content que le film soit pourri, parce que, bon, pardon, pourri et enfin, aussi content que malheureux, bref. Parce qu'il y a Will Smith qui me pose problème, mais bref, voilà, vous m'avez compris. Pas par sa couleur de peau, parce que c'est Will Smith avec Puff Daddy. Bref. Bon, hormis cette parenthèse, tout ça pour vous dire que tout ça, c'est vraiment c'est une tuerie, quoi.
Je vais passer au cliffhanger de Zinzin de ce film. Le fait où non seulement Amanda Waller se rend compte que ces petits malins de la Suicide Squad ils veulent quand même retirer leur bombe, tu vois. Mais en plus, ils pensent avoir buté Batman et tout, hein. C'est pour ça que je me disais, c'est pas Batman qui s'est échappé par hasard, non. En fait, c'est Batman qui avait piqué le costume de Black Spider. Bon, il avait aussi un autre masque de secours, Batman. Et en fait, depuis le début, au moment où ils retirent leur bombe, les mecs, c'était Batman dans le costume de Black Spider. Et en fait, Black Spider, il portait le costume de Batman, parce que Bruce Wayne a fait un échange de costumes. Et en fait, quand les bombes ont explosé, la bombe a explosé dans le costume de Batman, en fait, c'était pas Batman, c'était Black Spider. Ouais, c'était Black Spider. Et le Joker, quand il s'en est rendu compte, il a pris ça pour une blague. Il était en mode. Il rigolait avec des grandes envolées de rigolade, comme c'est dingue. Ça te montre à quel point Batman est aussi dangereux comme personnage et aussi redoutable comme super-héros et aussi intelligent. Le frérot, il prévoit tout. Il est. C'est pas un opportuniste qui va sur le coup de l'émotion, non. C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui va se poser, qui va, comment dire, anticiper la situation et le geste qu'il va faire dans, dans son prochain vécu dans la vie, quoi. Et dans ses prochaines missions, surtout en mission en tant que Batman, Bruce Wayne. Mais c'est vraiment un personnage tellement malin, tellement réfléchi, il n'y a pas plus dangereux que Batman. Pour moi, pour vous dire, il y a pas plus dangereux comme personnage dans l'univers d'ici que Batman. Vraiment. Rien que ça. Rien que ça. Ce genre de personnage me rend dingue. Mais de hype, quoi. C'est du grand art. Et puis, bon, il y a quand même un truc qui est assez intéressant avec Deadshot. Après, on va passer au caméo pour finir la vidéo. Deadshot, il peut très bien se libérer, tu vois. Pour te dire à quel point il en a rien à foutre d'Amanda Waller, carrément, il la cible. À la toute fin du film, là, il la cible d'un immeuble. Et le frérot, il est avec sa fille qui s'amuse avec son nounours, qui sait pas ce qui se passe. C'est trop de la balle. C'est trop de la balle, frérot. Pour te dire, c'est la dernière scène du film. Elle est folle. C'est tellement respectueux de Deadshot. Deadshot qui déteste Amanda Waller. Ils le savent tous les deux, qu'ils peuvent pas se blairer. Mais l'un et l'autre ont besoin de l'un et l'autre. Pour te dire. Et honnêtement, voilà. La petite Zoé Langton. Zoé Langton, la fille de Deadshot, de Floyd. Pour te dire la dinguerie. En termes de respect de comics. Et de personnages. Et de licence et tout. Etc. Tu vois, c'est résumé par une photo, l'émotion de Deadshot, qui, si tu veux, a une seule once d'humanité, c'est sa fille. Pour te dire, sa petite fille. T'as même un moment où t'as le Joker qui lui dit ah, faut faire attention, Langton, si jamais tu meurs, ta petite fille pourrait être orpheline, et en fait, le Joker rigole de ça. Enfin, pour te dire à quel point le Joker est un antagoniste tellement terrifiant, quoi. Mais Deadshot, frérot, c'est magnifique. Pour moi, voilà. C'est pas genre le flashback de merde avec Will Smith avec sa fille qui dit oh, papa, je sais que tu tues des gens. Oh, mais je t'aime parce que t'es mon papa. Putain. Sérieusement, le potentiel de Zazen du Snyderverse. Le gâchis, quoi. Le gâchis. Mais là, voilà. Quand il faut le dire, voilà. C'est subtil, ça en fait pas trop. Ça nous montre. C'est pas forcément. On n'est pas forcément obligé de nous le montrer pour faire genre du Venom. Voilà. Ou du Marvel. Voilà. C'est ça qu'on veut. Voilà d'ici, c'est ça qu'on veut. J'espère que James Gunn, il ira pas jusqu'à. Si James Gunn s'y connaît en personnage de comics, il risque pas de faire n'importe quoi non plus avec eux, quoi. Sauf avec bon, c'est Scott pour moi, mais bref. Donc, du coup, on va conclure avec les caméos. Parce que les caméos, les amis, en tant que fan de Batman, vous êtes en PLS, constamment. Il y a un putain de respect avec tous ces personnages-là, mais vous n'imaginez même pas. Déjà, caméo que je préfère le plus personnellement. Alfred. Putain. Ils nous ont mis Alfred. Dans la scène où t'as Batman qui discute dans sa Batmobile. Bon, déjà, il y a la Batmobile et le Batplane. Mais en plus, t'as carrément une apparition de Alfred en hologramme qui parle à Bruce. Et Alfred, il est classe. Il est très british, il est droit dans ses bottes, il a du caractère, tu vois, il est imposant. Mais pas imposant en termes de musculature, mais imposant dans sa classe british, quoi. Dans ce côté très classieux et respectable. De côté très british et très gentleman. C'est vrai que Alfred sans la moustache, ça m'a un peu perturbé au début. Mais voilà. Alfred, malgré tout, dans ce film-là, reste Alfred Pennyworth.
cette classe british, très gentleman, très posé, très calme, voilà quoi. Le majordome parfait. Le majordome parfait. Et là, dans la série de. Ouais, la série d'animation là sur Amazon Prime, dernièrement de Batman, ils avaient fait d'Alfred un gros lard quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils avaient fait d'Alfred un gros lard. Mais what the fuck? Pourquoi? Je vais même pas vous montrer l'image parce que ce serait manquer de respect à Alfred. Alfred, c'est le meilleur. Sans Alfred, il n'y aurait jamais eu de Batman, de Bruce Wayne. C'est le père de substitution de Bruce après la mort de ses parents, pour te dire. Vraiment quoi. Putain. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de caméos dans l'univers de Batman. Parce que c'est un film Batmanien, mais comme pas possible. T'as carrément le pingouin, t'as carrément le mystère dans le centre de l'intrigue. Donc voilà. T'as le commissaire Gordon. Le commissaire Gordon, avec cet accoutrement-là, déjà, ça donne un aspect au commissaire Gordon tellement badass, tellement viril, quoi, tellement caractériel d'un personnage fort et qui a du caractère qui a quand même de la répartie, quoi, mais comme jamais. Ça c'est ce genre de DC-là que je veux voir. Ça, c'est ce genre de DC-là que je veux voir. Putain, ça fait plaisir. Et donc, du coup, ils ont repris Gordon-là, ce Gordon-là des jeux Batman Arkham Asylum. C'est le même accoutrement. Et il y a même un petit clin d'œil, la même blague où t'as Batman qui part avant que Gordon ait fini, et t'as Gordon qui se plaint en mode ah putain, j'aurais voulu finir ma phrase à chaque fois il part avant la fin de ma phrase. Enfin, il y a un respect de fou sur Batman. C'est d'une dinguerie. Putain. Pardon de m'énerver, mais je suis hyper content, mais vraiment, je suis hyper content de voir tout ça. Donc du coup, autre caméo. Parce qu'il y a aussi double face, il y a aussi un moment l'épouvantail. Pour te dire, c'est le bad porn comme pas possible. C'est le bad porn. Donc, vous en faites pas, on va finir avec le meilleur pour la fin. On a Bane aussi, avec un putain de combat avec Batman. Batman qui a une agilité de zinzin et qui éclate la gueule à Bane, mais c'est un épique putain. Bane qui défonce des murs, qui défonce des bagnoles de police. C'est une dinguerie ce film. Il est incroyable. L'épique de ce film, il est fou. Bon, peut-être qu'on n'aura pas eu de combat entre King Shark et Bane, parce que c'est bien marrant aussi de voir deux monstres se taper dessus, des gros monstres, enfin, de gros colosses se taper dessus aussi, c'est bien marrant, mais après ça aurait été incohérent avec le film, parce que King Shark était juste là avec les autres, tu vois, pour faire leur mission, pour récupérer le Riddler, mais voilà. Bane, en termes de design, il est putain de respecté, c'est un truc de malade, ce côté musculeux, ce côté surhomme, tu vois, avec des tuyaux, avec ce côté ce côté de masque de catcheur, tu vois, ce côté très imposant et ou comment dire, tu pourrais te chier dessus en voyant ça, quoi. Qui a cet aspect de dangerosité, de côté redoutable et de destruction massive, quoi. Putain, pour te dire. Bon, je pense que j'ai analysé toutes les images jusque-là, mais il y a une dernière, c'est laquelle je veux bien qu'on s'y penche, les amis. Poison Ivy. Oh là là. Oh là là. Poison Ivy, frérot. Elle est fraîche. Là, je peux dire qu'elle est fraîche. Elle a. Ah putain, alors. Alors, c'est une petite culotte. Ouais, c'est une petite culotte, d'accord. D'accord, c'est bien une petite culotte. Putain, mais. Oh là là. Elle est magnifique. Poison Ivy, elle est magnifique. Elle a ce côté brutal et redoutable aussi, tu vois. Dans les scènes de combat entre les flics de la JCPD. JCPD, du coup, la JCPD, c'est-à-dire le commissariat de Gotham City. C'est comme ça que s'appelle la police de Gotham, la JCPD. J'ai pas non plus tous les initiales exactement. Je crois que c'est Gotham. Corruption. Non, j'allais dire une connerie, pardon. Déjà, il y a Gotham, Police Department. Le C, je sais pas c'est quoi, le C, je sais plus c'est quoi exactement dans les initiales. Bref, voilà. Elle nous met une mandale comme pas possible, littéralement. Et en plus, c'est des caméos dans l'histoire de l'univers Batman qui sont bien placés, quoi. Putain. Bon, bien sûr, ils n'allaient pas mettre Catwoman parce qu'elle aurait servi à quoi, Catwoman? Catwoman, elle aurait servi à quoi? C'est une anti-héroïne. C'est pas une criminelle autant comme le Joker ou Double Face. Enfin, voilà. C'est pas une criminelle qui peut aller à Arkham, si tu veux, Catwoman. C'est une anti-héroïne qui est consciente de sa psychologie, tu vois, de sa psychologie. Et puis aussi, quoi d'autre? Le pingouin aussi à la base,
Oh, bon, il aurait pu être à Arkham, mais si tu veux, le pingouin, c'est le gros, comment dire, c'est le parrain de la mafia à Gotham. Il peut se libérer de tout par l'argent, par la justice qui est corrompue, enfin voilà, c'est le pingouin. Il y a des scènes de combat assez épiques par rapport à Poison Ivy, qui est vraiment redoutable, quoi. C'est vraiment, comment dire, un poison face aux hommes, face aux, on va dire, aux adversaires qui sont, voilà, qui sont, comment dire, dépassés par un tel monstre, quoi, si tu veux. Bon, donc voilà, c'est en gros ma critique de Batman Assault en Arkham. Assault en Arkham, ouais. Je vais quand même finir là-dessus. Killer Frost, je t'aime, ma belle. J'espère que tu seras joué au cinéma par une magnifique actrice et même talentueuse, tu vois, avec ce même costume-là, très honnêtement parlant. Donc voilà, les amis, on va finir là-dessus. Je crois que je vais mettre une note. Je vais bien sûr mettre une note excellente au truc. Allez, 18 sur 20. Vraiment 18 sur 20. Pardon. 1, 2, 3, 4. Bon, il n'y a juste pas Killer Frost dans cette. Pardon, dans cette affiche-là, mais c'est pas grave. Enfin, presque pas grave. Je dis bien presque. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé cette critique. Je mettrai du coup 18 sur 20 parce que, hormis la musique dubstep, la musique qui est pas du tout marquante, n'empêche, et n'empêche, il y a tout qui marche. Il y a un putain de respect énorme sur Suicide Squad. C'est la meilleure adaptation possible pour Suicide Squad. C'est vraiment un film. En fait, ça aurait pu être un film en live action au cinéma. Déjà que tu as une introduction où clairement, je pense que le 2016 a beaucoup plagié aussi sur beaucoup d'éléments le film Batman Assault on Arkham, parce que non seulement il y avait le plagiat par rapport aux égouts, où en fait c'est devenu une blague, où en fait c'est bien Killer Croc qui se balade dans les égouts, bref, n'importe quoi. Et aussi cette référence où tous les personnages au début du film, tu vois, sont présentés par des noms en arrêt sur image avec chacun de leurs noms, tout ça. Comme dans le film de 2016, même si dans le film de 2016, c'était des écriteaux machin trop forcés avec waouh des couleurs de musique pop et tout, de nul à chier. Mais ce qui est bien aussi dans ce Batman Assault en Arkham, c'est que l'introduction de la Suicide Squad, c'est un mec dont on se foutait à la base, mais en fait va être piégé par un Amanda Waller et en fait sa tête va exploser. Et en fait il fait pas partie de la Suicide Squad et qu'en fait il y a 6 membres de la Suicide Squad. Et donc il me semble que ouais, dans les films, dans les comics, il y a toujours eu au moins 6 membres au maximum dans l'équipe. Dans la force, dans la Tex Force X, enfin bref voilà. Donc excellent film que j'ai adoré. J'ai enfin eu un bon film et une bonne adaptation de la Suicide Squad. Putain, merci Warner, merci DC. Même si ça datait de 2014 et que ensuite vous avez fait n'importe quoi, vous auriez pu rester sur cette voie-là. Vous en avez eu rien à foutre, vous en avez fait de la merde avec vos personnages. Vraiment, c'est regrettable. Donc je suis désolé. Ça, tu vois, c'est ce qu'on aurait dû avoir dans le Snyderverse. Putain. Et encore, pour te dire, il y a eu quelques films ratés aussi dans l'univers animation des New 52. Des films, enfin des films, oui, New 52. Animation, je dis bien sûr. Mais voilà. N'empêche, il y a eu des éléments qui étaient assez palpables en termes de qualité, quoi. Donc, les fans de DC, les fans de Batman, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film-là, si vous l'avez vu. Vous aussi, les spectateurs aussi non fans du truc, les simples spectateurs normaux, si tu veux. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce film-là, ce que vous avez moins aimé, ce que vous avez adoré, ce qui vous a intéressé dans ce film-là. Tant qu'à moi, j'espère que la vidéo sera suffisamment correcte pour qu'elle soit potable sur Internet. Donc voilà. Merci à tous, c'était Rafi, prenez tous soin de vous. Bonne fin de week-end au moment où je tourne cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Et bonnes vacances, joyeux Noël. Parce que il me semble que tout simplement, je vais faire une pause pour les fêtes de Noël. Bonne fête, ouais, joyeux Noël, tout ça. Profitez de vos proches, etc., etc. Et nous on se dit à la prochaine, prenez tous soin de vous. Salut à tous.